2 missiles furent libérés dans la nuit sahélienne, puis le silence. Le contraste est brutal. Un MQ-9 à 2000 pieds, un convoi détourné de quelques mètres, 3 civils tués, et, malgré tout, un chef d'État vivant. Pourquoi cela change-t-il le regard de chacun sur la souveraineté? Et que révèle ce raté à propos d'Ibrahim Traoré? Car si le ciel a manqué sa cible, l'histoire, elle, n'a pas manqué son rendez-vous. Ce récit s'engage à éclairer un enchaînement précis, de la détection au dévoilement, puis de la preuve à l'impact politique mesurable. Le bénéfice pour le lecteur tient en 10 mots: comprendre les risques, les leviers et les issues plausibles. Le but ici est de présenter une chronologie claire, des éléments vérifiables et des réponses officielles contextualisées. L'enjeu se divise en 2 parties: la sécurité d'un chef d'État sous surveillance constante et la bataille pour façonner le récit, où une réaction précipitée pourrait devenir un piège. L'analyse s'orientera autour de faits clairs, en décrivant les événements, comparant les résultats avant et après, et en évaluant les impacts sur les institutions, l'économie, la diplomatie et l'opinion. Enfin, le texte réservera des jalons de curiosité, payés plus loin par des révélations cadrées, pour maintenir l'attention sans recourir au sensationnalisme. Ainsi posé, l'enjeu n'est pas une polémique, mais un test méthodologique. Voici un premier élément clé. 2 Hellfire programmés frappent l'emplacement prévu, mais la berline n'y passe plus 4 minutes après un virage ordonné dans l'obscurité. Un autre détail significatif, un radar récent enregistre un verrouillage en poursuite à environ 2000 pieds, séquence typique d'un ciblage dynamique sur convoi. Le décor, dès lors, ne se résume pas à une patrouille anonyme, il s'agit d'une présence aérienne persistante, vitesse lente, motif circulaire, puis décision côté route, phare coupé, piste latérale, écart contrôlé. Le lendemain, la collecte matérielle livre des fragments identifiables pendant qu'un centre de commandement vérifie les horodatages, trajectoires et signatures. La pièce maîtresse, pour un observateur méthodique, n'est pas l'indignation, mais la traçabilité, des numéros, des logs, des images thermiques, un schéma d'approche qui ressemble moins à une veille de zone qu'à une poursuite sur cible mobile. Au lieu d'une riposte symétrique, l'option retenue privilégie l'exposition publique graduée des éléments, montrer sans surinterpréter, assembler sans conclure au-delà des preuves, forcer les démentis dans un corridor étroit. Dans cette optique, Ibrahim Traoré n'est pas seulement un survivant, il devient l'axe d'une stratégie de narration défensive, substituant la preuve à la colère et la scène télévisée à la frappe réciproque. La bascule s'opère quand les premiers communiqués externes contestent la responsabilité tout en évitant de nier certaines présences techniques. Un espace d'ambiguïté où la chronologie et les détections locales valent autant que les discours. Dès lors, l'analyse a un mandat: démêler l'action de la machine, l'intention imputée et la séquence de décision côté convoi. La question initiale posée au lecteur reçoit un premier paiement. L'évitement ne doit rien au miracle, mais à une micro-manœuvre temporelle, au bénéfice d'une détection et d'une discipline en cabine. Le reste du texte montrera comment ce décalage de quelques minutes produira des effets durables. Le fil conducteur sera un analyste fictif mais neutre. Il observe, rassemble et classe sans dents dramatisées. Il suit d'abord la chaîne décisionnelle côté convoi, alerte, confirmation, ordre bref, exécution discrète, puis vérification radio. 2 micro-cas s'imposent pour l'impact immédiat. Premier cas, la scène télévisée sans prompteur, où le message privilégie la lumière sur la riposte. L'effet le plus tangible n'est pas l'émotion, mais la mise à l'agenda d'une commission d'examen. Deuxième cas, la réaction diplomatique initiale, caractérisée par l'économie de mots, que l'on confronte aux données enregistrées pour identifier les incompatibilités temporelles ou sémantiques. À très court terme, les conséquences visibles se situent moins dans la rue que dans l'appareil administratif. Chaîne de conservation de la preuve, procédure d'authentification, périmètre d'accès. Le guide du lecteur explicite le so what en 12 mots, la méthode importe autant que la matière probante présentée. Ainsi, l'échelle micro, 4 minutes, quelques kilomètres, produit déjà des frictions macro, interpellation institutionnelle, vigilance accrue et consolidation du récit local autour d'une sobriété voulue. La suite détaillera les temps forts. La nuit du 23 avril commence par un silence de protocole. Un convoi présidentiel roule vers le nord, 12 soldats, 3 véhicules, un itinéraire réduit à quelques points GPS.
À 2h08, la base de Ouagadougou reçoit un signal radar anormal. À 2h11, un opérateur chinois confirme un écomobile stationnaire à 2000 pieds. Les minutes suivantes condensent un drame. Ordre de coupure des phares, virage gauche, disparition temporaire du convoi des écrans. 4 minutes plus tard, les deux Hellfire touchent le point exact prévu. L'onde sismique parcourt 3 km. La route N3 se transforme en cratère incandescent. À 2h16, les communications se brouillent et les unités d'escorte basculent sur un canal de secours. 3 civils meurent, situés à 150 mètres en arrière. Un chauffeur routier, une enseignante, un adolescent. Les relevés thermiques indiquent une température de 1300 degrés au cœur de l'impact. Le commandement ordonne la suspension du convoi et le retour par piste latérale. À 4h20, le premier message interne parle de frappe inconnue. À 6h45, les fragments AGM 114 sont photographiés. L'inscription Made in USA devient immédiatement un objet de vérification. La journée s'organise autour de 3 axes: collecte matérielle, consolidation des témoignages, sécurisation médiatique. À 9h00, le président Ibrahim Traoré reçoit un dossier incomplet. Photos, coordonnées, log radar. Il décide d'une réunion d'urgence. La scène est brève, un chef calme, des officiers divisés, une question, riposter ou révéler. Le choix s'oriente vers la lumière. À 14h, un discours télévisé se prépare sans prompteur. À 18h30, la diffusion commence. Les phrases sont sobres. Ils ont essayé de me tuer. En 10 mots, la narration change. L'État ne dément plus, il expose. Les réactions extérieures s'enchaînent. Silence des chancelleries, effervescence sur les réseaux africains, première spéculation en Europe. Dans les 24 heures, 10 millions de vues. À 48 heures, 50 millions. Le cycle de visibilité dépasse la sphère politique et devient sociétal. Le soir du 3e jour, l'ambassadeur américain demande un entretien. La rencontre, captée par une caméra interne, produit une image symbolique. Un sourire discret, celui d'un homme qui a survécu au calcul de sa disparition. Les médias étrangers, hésitants, parlent d'incident technique. Les plateformes locales parlent de résurrection politique. Dans cette tension, chaque donnée, altitude, trajectoire, numéro de série, prend une valeur de preuve morale. Les chiffres stabilisent l'émotion. Premier ensemble, 2 missiles Hellfire, un drone MQ-9 Reaper, 12 soldats d'escorte, 3 victimes civiles. Chaque nombre correspond à un fait documenté, vérifié, horodaté. Deuxième ensemble, 2000 pieds d'altitude, 30 nœuds de vitesse, 3,8 minutes entre ordre et d'impact. Ces valeurs forment la chaîne baseline delta. Le delta, c'est la différence entre un suivi standard et un ciblage dynamique. Le troisième bloc concerne les répercussions mesurables. Dans les 7 jours suivants, 17 pays africains signent un communiqué de soutien. 3 grands médias occidentaux traitent le sujet en 2 paragraphes, tandis que les plateformes locales atteignent un taux d'interaction supérieur à 200%. Cette asymétrie quantitative devient une preuve d'autonomie narrative. Le rapport technique préliminaire burkinabé s'appuie sur 102 pages d'annexes et 143 heures de données radar. 3 indices matériels sont critiques. Le fragment AGM 114B avec marquage numérique, la courbe de descente en poursuite et le verrouillage continu pendant 28 secondes avant impact. Ces éléments ne suffisent pas à désigner un état, mais ils réduisent la marge de hasard à moins de 5%. La dimension sociale s'évalue autrement. Les taux de mobilisation urbaine augmentent de 34%, les dons aux fonds nationaux progressent de 21%. La perte en importation liée aux sanctions atteint 12% du PIB, mais l'économie locale compense par une hausse de production artisanale de 9%. Chaque chiffre s'accompagne d'une explication. La résilience n'est pas une abstraction, c'est une redistribution interne des ressources. L'équipe scientifique joint des modèles de corrélation pour mesurer l'effet du discours sur la cohésion sociale. En moyenne, le niveau de confiance dans les institutions augmente de 15 points sur une échelle de 100 en 3 mois. Le langage quantifié devient un instrument de souveraineté intellectuelle. Ce qui était une attaque se convertit en laboratoire d'autonomie. L'ensemble des indicateurs culmine dans un graphique intitulé « De la menace à la résilience ». Il trace une courbe où le point le plus bas correspond à la nuit du drame,
et le plus haut à la création d'un consortium technologique africain. La métamorphose statistique confirme l'intuition d'Ibrahim Traoré. La vérité mesurée vaut plus que la vengeance expéditive. Deux thèses s'opposent. La première considère l'événement comme une erreur de ciblage. Le drone aurait confus un convoi ami avec un convoi suspect. La seconde y voit une action délibérée visant à intimider un dirigeant trop indépendant. L'argument de l'erreur s'appuie sur la complexité des systèmes autonomes et la possibilité d'une mauvaise transmission de signal. Mais les données radar montrent une séquence d'identification active, non passive, et une trajectoire circulaire typique de l'attente avant tir coordonné. L'hypothèse accidentelle se réduit donc à une marge très étroite. La seconde thèse, celle de l'intimidation politique, paraît plausible, mais reste juridiquement non vérifiée. La preuve intentionnelle dépasse le champ des indices techniques. Elle touche au langage diplomatique et au timing médiatique. Ici encore, la méthode prend le dessus sur l'émotion. Entre ces positions, le rapport burkinabé adopte une neutralité active. Documenter sans accuser, accumuler sans conclure trop vite. Cette discipline fait de l'enquête un modèle pour autres États africains confrontés aux mêmes technologies. Le lecteur constate ainsi que la force du récit réside dans la proportionnalité. Ni refus du dialogue, ni soumission rhétorique. Simplement la mise en équation d'un fait, d'une réponse et d'une preuve. Le mensonge est épuisé. Par cette formule, Ibrahim Traoré inaugure la seconde moitié du récit. La révélation intermédiaire n'est pas un nouveau fait brut, mais un changement de statut des preuves. Elles deviennent publiques, accessibles et impossibles à étouffer. L'initiative africaine pour la défense de la souveraineté naît à cet instant, en marge des protocoles classiques. Le virage narratif tient en deux mouvements, d'un drame personnel à une plateforme collective, d'une attaque localisée à un débat continental. Les mêmes paramètres techniques servaient jadis à surveiller, ils serviront désormais à prévenir. Le miroir se retourne. Le récit passe de la survie à la projection. Radars locaux, bases de données communes, protocole de protection régionale. Une phrase circulera dans les médias alternatifs. L'Afrique ne subit plus le signal, elle l'émet. Ainsi, le milieu de l'histoire n'est pas une pause, mais un démarrage logistique et mental. Les effets se déclinent dans 4 groupes. Nous débutons avec niveau national NN. L'administration réorganise ses chaînes de commandement numérique. Des radars chinois et russes sont intégrés au réseau civil. Les procédures de surveillance passent sous contrôle local. Les industries électroniques nationales enregistrent une croissance de 19%. Le discours d'Ibrahim Traoré devient référence académique en droit public africain. Ensuite, nous voyons domaine économique, DN. Les sanctions réduisent certaines importations de 30%, mais le marché interne remonte de 15%. Les paysans produisent plus, les artisans exportent vers les États voisins. Un nouveau mot circule, souverainisme productif. Le Trésor public note un excédent fiscal de 2%, preuve que la mobilisation civile compense le retrait extérieur. Enfin, regardons niveau social ND. Les funérailles des 3 victimes deviennent un rituel civique. Les écoles enseignent leur nom comme exemple de résilience. Les médias locaux adoptent une charte de vérification indépendante. La notion de dignité africaine se redéfinit en termes mesurables. Autonomie énergétique, production locale, alphabétisation technique. Passons à un autre aspect, niveau régional, KV. Le Mali, le Niger, la Guinée, le Tchad forment un noyau de coopération. Une doctrine commune voit le jour, souveraineté partagée et défense mutuelle des données. Les rencontres intergouvernementales multiplient les mémorandums d'appui technologique. Le résultat global se mesure moins en croissance qu'en capacité de négation du fatalisme. Les institutions occidentales révisent leurs indicateurs de stabilité africaine. Les think tanks parlent de modèle Traoré. Ce modèle n'est pas idéologique, il est fonctionnel. Il remplace la dépendance par le savoir-faire local. L'Afrique centrale observe, l'Afrique de l'Ouest adopte, et le reste du monde s'interroge. Comment une tentative d'assassinat a-t-elle produit un système politique plus stable ? La réponse tient en une formule. Quand la narration change, le pouvoir change de centre. Les 12 prochains mois s'articulent selon 3 hypothèses distinctes. Base optimiste et pessimiste. Le scénario de base suppose un maintien du rythme actuel, consolidation des alliances régionales, stabilisation économique lente,
mais résilience sociale durable. Les budgets de défense augmentent de 7%, l'investissement civil de 5%. Les tensions diplomatiques persistent sans basculer en confrontation directe. Le scénario optimiste imagine une formalisation continentale de la coopération. Les États du Sahel harmonisent leurs protocoles de sécurité et partagent des infrastructures radars. Les universités techniques africaines deviennent des pôles d'innovation, réduisant la dépendance externe de 40%. Ce cadre conduit à une autonomie réelle dans la surveillance aérienne et les communications, jalon que plusieurs analystes comparent à une renaissance panafricaine. Le scénario pessimiste, inversement, verrait la fragmentation politique reprendre le dessus. Des divergences internes pourraient ralentir les chantiers énergétiques, tandis que les sanctions internationales s'étendraient. Le coût économique grimperait de 3% du PIB et l'élan d'unité se heurterait à des intérêts divergents. Ces trois trajectoires, loin d'être exclusives, coexistent en probabilité variable. La clé réside dans la gouvernance quotidienne. Capacité à maintenir la cohérence du message sans dérive idéologique. L'enseignement principal, la souveraineté ne se déclare pas, elle s'exerce par itération mesurable. Conseil analytique final. Interpréter chaque nouvelle donnée non comme un verdict, mais comme un paramètre ajustable. Le pire scénario n'est pas l'échec, c'est la fatigue narrative qui détruit la cohésion. Au-delà des chiffres, la portée réelle du récit touche trois sphères sociales. Chez les jeunes, l'événement transforme la perception du politique. La souveraineté cesse d'être un concept abstrait et devient une pratique quotidienne. Créer, réparer, enseigner. Les réseaux éducatifs intègrent le cas d'étude comme exemple de stratégie non violente fondée sur la transparence. Chez les femmes, le message résonne différemment. La dignité évoquée par les discours officiels rejoint l'idée de responsabilité communautaire. Des coopératives locales utilisent la devise nationale: produire, protéger, transmettre. Enfin, au sein de la diaspora, la séquence a provoqué un changement sémantique. Les associations préfèrent désormais parler de coopération d'égal à égal plutôt que d'aide. Les dons se convertissent en investissements structurants. Chaque groupe trouve dans cette histoire un miroir adapté: courage, méthode ou cohérence. Le rôle du récit n'est pas d'émouvoir, mais de calibrer la confiance. La réponse institutionnelle se décline en 5 étapes précises. Nous débutons avec audit technologique, recenser tous les systèmes étrangers opérant dans l'espace aérien national. Ensuite, nous voyons développement local. Créer un programme de radar africain interconnecté, projet soutenu par les universités et les ingénieurs burkinabés. Enfin, regardons formation civilo-militaire, intégrer les standards de détection et de réaction rapide dans les écoles d'officiers. Passons à un autre aspect, diplomatie préventive, négocier avec les partenaires régionaux des clauses de transparence technologique. 5. Communication publique, établir un portail en ligne où chaque incident aérien sera archivé, visible, vérifiable. Ces 5 points constituent la colonne vertébrale du plan Souveraineté intégrale lancé par Ibrahim Traoré. Chaque étape inclut un indicateur: taux d'équipement local, part de logiciels nationaux, nombre de techniciens formés. À 6 mois, les premiers résultats mesurables, une réduction de 30% des zones aveugles radar et l'apparition de 4 centres techniques régionaux. Cette approche transforme une menace ponctuelle en stratégie durable. Le récit se referme là où il a commencé, sous le ciel du Sahel. Le même lieu, la même heure, mais une conscience différente. Ibrahim Traoré regarde le désert non comme un champ de risque, mais comme un espace de construction. L'objet symbolique du début, le drone, perd son sens premier. Il devient le catalyseur d'un ordre nouveau, la maîtrise des moyens, la patience comme arme. La dernière phrase, simple: la souveraineté n'est pas un cri, c'est une habitude. Ce mot, désormais, orne les murs des écoles et des bases militaires. Il clôt la boucle narrative et ouvre celle d'une vigilance collective. Cette histoire n'appelle pas à la colère, mais à la lucidité. Elle invite chaque lecteur, chaque citoyen à interroger son propre rapport
à la dépendance technologique et à la responsabilité collective. Le partage de ce récit ne vise pas la propagande, il sert à multiplier les points de vue vérifiés. Comment raconter l'Afrique sans qu'elle soit racontée par d'autres? Comment mesurer la liberté autrement que par la consommation? La conversation reste ouverte, chacun peut la prolonger, l'enrichir, la contredire. C'est ainsi qu'une vérité devient solide, non par répétition, mais par examen.